C'est reparti. Préparez-vous à voir plus d'images comme celle-ci, car il semble que l'Iran et Israël se préparent pour un deuxième round. Les deux parties se préparent à la guerre et elles ne prennent pas beaucoup de précautions à ce sujet. Les responsables iraniens se rendent en Chine pour acheter plus d'armes et ils disent publiquement aux citoyens iraniens à la télévision d'État de se préparer à la guerre, et les responsables israéliens font de même. Ils se rendent aux États-Unis pour acquérir davantage d'armes. Explorons ce sujet plus en détail dans la vidéo du jour. Commençons, bien sûr, par les commentaires faits par un haut responsable iranien. Il s'agit d'Ebrahim Mottaghi. Il est conseiller auprès d'un haut responsable politique en Iran et un haut administrateur à l'université de Téhéran. Voici ce qu'il a déclaré à la télévision d'État iranienne. Israël et les États-Unis considèrent un cessez-le-feu comme un moyen de se regrouper et d'améliorer leurs capacités opérationnelles. La position de l'Iran a généralement été en faveur de la paix. L'approche de l'Iran est que tant qu'aucune agression n'a lieu, il est prêt à accepter un arrêt des échanges de tirs. Mais la question principale est de savoir si une telle situation et un tel processus sont réellement à l'ordre du jour pour Israël et les États-Unis ou non. De mon point de vue et sur la base des preuves disponibles, tout indique qu'au plus tard, dans une semaine, Israël reprendra ses opérations avec le soutien tactique, opérationnel et instrumental des États-Unis. Est-ce que tout cela signifie directement une répétition de ce qui s'est passé auparavant? Encore une fois, cela commencera par des premières étapes surprenantes, suivies d'opérations destructrices dans la deuxième phase. C'est pourquoi j'insiste que ni la structure sociale, ni les institutions bureaucratiques, ni l'appareil militaire ne devraient prendre au sérieux le cessez-le-feu demandé par les États-Unis et Israël. Beaucoup de personnes qui suivent de près la politique iranienne sont d'accord pour dire que cet homme sait de quoi il parle. Et si nous regardons les actions de l'Iran, on peut voir un schéma qui se dessine. Vous voyez, dès que la frappe américaine a eu lieu, le ministre iranien des Affaires étrangères s'est rendu à Moscou pour rencontrer Poutine. Et, une fois cette réunion terminée, il est allé directement à Pékin pour acheter des avions de chasse et des armes chinoises. Vous voyez, l'Iran avait déjà un accord en place pour acheter le Sukhoi Su-35 russe, mais cela prenait trop de temps, et pour une raison quelconque, l'Iran voulait ces avions de chasse rapidement. Le ministre des Affaires étrangères s'est rendu en Russie, probablement pour annuler un contrat, puis à Pékin pour commander les nouveaux avions de chasse chinois, J-10. Bien sûr, cela ne signifie pas à lui seul que l'Iran se prépare à une guerre, car après tout, ils ont perdu la majeure partie de leur flotte lors de l'opération israélienne. Il se peut simplement que l'Iran soit en train de reconstruire sa force aérienne, mais cela, ajouté à d'autres déclarations publiques des ministres iraniens, laisse entendre que l'Iran se prépare à la guerre. Et il n'y a pas que l'Iran, Israël prépare aussi un coup d'État. Mais avant d'en parler, écoutons cet extrait, où le ministre iranien déclare publiquement qu'après les frappes, l'Iran ne va pas arrêter son programme nucléaire. Selon YouTube, près de 80% d'entre vous ne sont pas abonnés. Si vous appréciez la vidéo et souhaitez suivre nos prochaines publications, cliquez sur j'aime et abonnez-vous juste en dessous. Cela nous aide vraiment dans l'algorithme. Passons à l'extrait. Qu'ils veulent discuter. D'ailleurs, aucune date n'a été fixée. Le président Trump en a parlé récemment. Je vous le dis, nous n'avons convenu d'aucune date, nous n'avons pas convenu de la modalité. En ce moment, nous cherchons une réponse à cette question. Allons-nous assister à une répétition d'un acte d'agression alors que nous sommes en train de dialoguer? Ils n'ont pas encore clarifié leur position. Est-il temps de repenser votre programme nucléaire? Il y a des informations selon lesquelles un accord pourrait peut-être inclure un allègement des sanctions, des investissements en Iran, en échange de l'engagement de l'Iran à ne pas enrichir lui-même l'uranium. Serait-ce possible? Pourquoi devrions-nous accepter une telle proposition? Parce que les Iraniens, lors de cette visite, nous ont dit que l'Iran a payé un prix trop élevé pour l'enrichissement de l'uranium, ce qui a suscité des soupçons même parmi vos partenaires européens. Pourquoi vous enrichissiez de 60%? C'était inutile. Tout d'abord, 60% est quelque chose qui est utilisé à des fins pacifiques. Mais cela a effectivement créé un climat de suspicion. Le niveau de cela peut être discuté?
La capacité peut être discutée. Mais dire que vous ne devriez pas avoir d'enrichissement, que vous devriez avoir 0 enrichissement, et que si vous n'êtes pas d'accord, nous vous bombarderons, c'est la loi de la jungle. Qu'ils disent que l'Iran utilise de l'uranium enrichi à 60% à des fins pacifiques est tout simplement risible. Et laissez-moi vous expliquer pourquoi. Vous voyez, tout l'argument iranien est qu'ils ont besoin de ces installations nucléaires parce qu'ils doivent enrichir de l'uranium à des fins civiles, pour l'énergie civile. Mais le problème est que pour les usages civils et les réacteurs nucléaires, il suffit d'enrichir l'uranium à 3 ou 4%. Cela concerne des usages pacifiques. De plus, les États-Unis n'avaient aucune objection à ce que l'Iran possède un réacteur nucléaire civil. Les États-Unis disaient simplement « Hé, achetez juste votre uranium à d'autres pays comme la Chine. Qui est votre allié ?» Et devinez quoi ? Ce n'est rien de nouveau. De nombreux pays achètent de l'uranium à d'autres nations. De nombreux pays, dont la Suède, la Finlande, la Belgique, l'Espagne, la Turquie, les Émirats arabes unis et l'Égypte, importent leur uranium pour leur programme nucléaire civil. Les États-Unis étaient satisfaits si l'Iran voulait faire de même. Mais l'Iran refuse, n'étant pas intéressé par un programme nucléaire civil. Au cours des 10 dernières années, l'Iran n'a utilisé qu'1% de son uranium enrichi à des fins civiles. Que faisait-il avec tout le reste ? Il l'enrichissait à 60% pour des besoins civils. 4% suffit ! Vous n'avez pas besoin de 60%, ce n'est pas pacifique. Avec 60%, on ne peut pas vraiment fabriquer une arme. Mais passer de 60% à 90% ne prend qu'environ 2 semaines. C'est de là que viennent les titres affirmant que si l'Iran le souhaite, il peut fabriquer une arme nucléaire en 2 semaines. Il peut prendre l'intégralité des 800 livres d'uranium enrichis à 60% qu'il possède. Il est probablement enterré sous Fordo, Esfahan, ou dans un lieu tenu secret par l'Iran. Personne ne sait où se trouvent ces 800 livres d'uranium, enrichis à 60%, mais c'est ce que l'Iran faisait pendant tout ce temps. Ils enrichissaient de l'uranium à 60%, ce qui n'est pas vraiment nécessaire à des fins pacifiques. L'uranium enrichi est uniquement nécessaire pour créer rapidement une arme nucléaire. L'Iran enrichissait de l'uranium et en faisait des stocks, avec la connaissance des États-Unis. C'est pourquoi, lorsque nous avons eu des négociations avec l'Iran du 12 avril au 12 juin, c'était le point principal. Trump ne voulait pas que l'Iran ait des installations d'enrichissement, et l'Iran y tenait absolument. Et c'est pour cela que nous avons poursuivi l'opération israélienne. Parce que, si vous vous souvenez, les États-Unis ont confirmé que nous étions au courant des opérations. Nous avons donné le feu vert, et poursuivi avec les billes de Trump, vient de dire que si l'Iran veut garder l'installation d'enrichissement nucléaire, les choses continueront. Vous pouvez deviner ce que sont ces choses, mais c'est ce qu'il a dit. Nous savions qu'ils avaient beaucoup de sites, probablement 3 plus celui-là, mais ils disaient qu'ils avaient 3 sites principaux et nous savions qu'ils allaient devoir soit les abandonner. Et je pensais qu'on pourrait le faire pendant la négociation et on avait presque réussi. Puis ils ont dit qu'ils voulaient de l'enrichissement. L'enrichissement n'est pas comme la climatisation et ne signifie pas soulever votre voiture. C'est un mauvais mot. J'ai demandé, vous en avez déjà tellement, pourquoi en avez-vous besoin? Ils ont insisté sur le besoin, mais je n'ai pas cédé. Je pense que les gens n'auraient pas compris si j'avais permis cela. Nous avons eu une discussion de 60 jours et cela les a beaucoup retardés. Puis nous avons dit, allons-y, et ça a simplement marché et nous voulions que ça marche. En Iran, ils ont été vaincus, comme Israël et tous les alliés. Ils étaient tous épuisés. On appelle ça la guerre des 12 jours. C'était une guerre intensive, mais c'est la chose que je voulais faire. Comme je l'ai dit dans votre émission, si vous regardez, il y a 30 ou 25 ans, nous faisons votre émission depuis longtemps et personne ne vous aimait. Mais si vous regardez les premières interviews, je disais que l'Iran ne peut pas avoir d'armes nucléaires. Ils désiraient cela depuis longtemps et étaient sur le point de l'obtenir. Et ces pilotes sont entrés là-bas avec ces magnifiques avions et les bombes les plus sophistiquées au monde. Pensez-y, elles peuvent pénétrer 30 étages sous le granit. Qui aurait cru que c'était même possible? Et ils l'ont effectivement anéanti, il s'est avéré. Ensuite, nous avons dû subir les fausses informations où les fausses informations de Cable News Network et de New York Times disaient que ce n'était peut-être pas aussi bien que ce que Trump avait dit, que ce n'était peut-être pas totalement anéanti, mais que c'était détruit, mais pas, vous savez, juste horrible. Et je voyais ça arriver et ils ont essayé d'en faire une histoire. Et puis, il s'est avéré que non, c'était anéanti comme personne ne l'avait jamais vu auparavant, et cela a signifié la fin de leur ambition nucléaire. Maintenant, nous avons aussi plus d'images satellites de l'installation nucléaire de Fordow, et nous pouvons voir une activité intense s'y dérouler. L'Iran se prépare à entrer.
et pas par l'entrée principale. Ils tentent de s'introduire par la bouche d'aération utilisée par les B2 pour s'infiltrer dans l'installation nucléaire. Maintenant, juste pour comparaison, je veux d'abord montrer cette image parce que c'est une excavatrice ou un bulldozer. Je ne connais pas la différence, mais comparé au trou, c'était vraiment énorme. Mais commençons par le début. Voici l'image dézoomée de l'ensemble. Les 2 tunnels que l'Iran avait auparavant remplis de sable pour empêcher l'accès sont toujours fermés. Il ne semble pas que l'Iran veuille rouvrir les négociations et passer par là. Ils vont probablement passer par le point d'impact parce que je suppose qu'ils vont d'abord analyser les dégâts. Faire l'évaluation des dégâts de la bataille avant d'envoyer des gens. Donc ils vont probablement utiliser une sorte de caméra pour entrer là-dedans. Si on zoome un peu plus sur l'image satellite, on peut voir des bulldozers en train d'installer une zone de préparation sur l'image. On peut aussi voir une grue et une voiture très petites sur l'image satellite. Maintenant, si vous vous rappelez l'image satellite initiale, il y avait 2 séries de trous de ventilation. L'Iran utilise celui-ci probablement parce qu'il est plus stable. Ce n'est pas construit sur du sable mais sur des rochers, facilitant l'installation d'une zone de préparation ici. Ils enverront probablement une caméra que le satellite pourra capter. On peut également voir davantage de camions et d'autres éléments. Des camions Benz transportant les débris. Je vous montre l'analyse de l'image satellite car beaucoup de gens sur Twitter, YouTube et certains médias d'information respectés affirment que l'Iran reconstruit déjà l'installation de Fordow. Cela montre, en lien avec les rapports précédents, que nous n'avons pas vraiment endommagé l'installation. Les frappes des B2 semblent avoir échoué. Mais j'ai l'impression que si on étudie vraiment l'image satellite, elle nous montre qu'il n'y a pas eu d'échec. Parce que l'Iran ne passe pas par le tunnel. Peut-être qu'ils le feront à l'avenir. Maintenant, même l'Iran pense que les dégâts sont probablement assez graves, et c'est pour ça qu'ils envoient d'abord une caméra, pour voir s'il y a un moyen d'entrer. Si c'est le cas, quelle est la solution pour qu'ils entrent ? Maxar, une entreprise privée, vend des images satellites. Avec de la chance, les futures images en révéleront plus. Les gouvernements possèdent probablement de meilleurs satellites, plus adaptés à ce type d'observation. L'installation de Fordow. Donc j'espère qu'ils ont plus de renseignements que nous et qu'ils savent probablement ce qui se passe, ce que l'Iran fait à chaque heure. Ils n'ont pas à attendre chaque jour que le satellite passe au-dessus de l'installation iranienne de Fordow. Ils peuvent presque la surveiller en permanence. Je ne suis pas sûr, parce que les satellites doivent quand même orbiter autour de la Terre, donc peut-être même les gouvernements. Ils pourraient utiliser plusieurs satellites pour le surveiller. Nous en saurons plus quand les rapports seront déclassifiés. Bien sûr, l'Iran n'est pas le seul pays à se préparer à la guerre. Même Israël fait de même. Israël a récemment acheté beaucoup de matériel aux États-Unis, comme vous pouvez le voir à l'écran. L'administration Trump a informé le Congrès d'une vente prévue de 500 millions de dollars à Israël, comprenant des kits de guidage de précision pour des bombes aériennes, y compris des bombes Bomb Live Unit, 109 de 900 kg, et des bombes Mark 82 de 227 kg. En plus de cela, le Premier ministre Netanyahou devrait venir aux États-Unis et rencontrer le président Trump lundi. Cela pourrait concerner n'importe quoi. Si vous vous souvenez, auparavant, avant que toutes ces négociations avec l'Iran ne commencent, le 12 avril, nous avions 6 ou 7 bombardiers stratégiques stationnés à Diego Garcia. C'est à ce moment-là que le Premier ministre Netanyahou est venu aux États-Unis, qu'il a rencontré le président Trump. Et tout le monde s'attendait à ce que, le président Trump approuve les frappes après la réunion. Mais ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. En fait, nous avons entamé des négociations juste après cette réunion. Donc ce n'est pas parce qu'il vient aux États-Unis que cela signifie vraiment que les États-Unis vont approuver une frappe contre l'Iran. Cela pourrait aussi concerner autre chose, comme Gaza. Le président Trump a fait pression pour un cessez-le-feu là-bas, et la situation est devenue assez chaotique. Le général Keane nous a fourni plus de détails sur ce cessez-le-feu. Le cessez-le-feu temporaire durera très probablement 60 jours, c'est de cela dont nous parlons en termes de cessez-le-feu. Environ la moitié des otages vivants, 10 ou 12, seront libérés sur les 20, et évidemment certains de ceux qui sont décédés, ainsi qu'un échange de prisonniers provenant des centres de détention israéliens. Mais le deuxième accord, qui n'est pas discuté publiquement, est l'accord de fin de guerre. C'est quelque chose que les Israéliens n'ont jamais vraiment pris au sérieux par le passé. Mais ils en parlent maintenant et cela prend de l'ampleur. Le premier accord mentionné est le plus probable, mais pour la première fois, cet autre accord a une chance d'aboutir. De quoi s'agit-il? Cela signifie que les Israéliens se déplaceraient
vers la périphérie de Gaza, éliminerait tous leurs avant-postes, du moins une partie de ces avant-postes, ainsi que tous les corridors dont nous avons parlé auparavant. Ils sont à la périphérie. Le leadership du Hamas part en exil. En d'autres termes, ils s'en vont. Le Hamas est démilitarisé. Ce serait difficile à surveiller. Et ensuite, la quatrième chose, c'est qu'il y a un consortium d'États arabes qui formerait ce consortium et il serait l'organe dirigeant à Gaza. Et évidemment, tous les otages seraient libérés, vivants et décédés, en échange de certains prisonniers. C'est en cours de discussion. Il y a des obstacles, c'est certain. Mais le fait que les Israéliens prennent cela au sérieux dans les discussions, je pense que c'est digne d'intérêt.